Cet appel à projet, donc ZIP Val d'Oise, c'est le laboratoire d'innovation publique qui a été créé à l'issue de la première édition de Futurs Composés. Objectif, promouvoir son action et mettre en relation les collectivités qui sont porteuses de projets d'innovation. Alors, Serge Dobel de la mission Innovation va nous présenter cet appel à projet. S'il vous plaît, Serge. Voilà, alors bonjour à tous. Oui, l'idée donc c'est de créer en fait l'initiative du Conseil général et puis de ses partenaires que sont deux collectivités du Val d'Oise, la CAVAM, la ville d'Ermont, ainsi que l'ESSEC et puis le SGMAP qui étaient présents ce matin, donc de lancer un appel à projet dans le cadre de cette zone d'innovation publique, ce ZIP Val d'Oise. Le principe de ce ZIP Val d'Oise, avec la diapo suivante, c'est un laboratoire qui a été lancé l'année dernière, si certains étaient présents au colloque Futurs Composés 2013. Donc on a signé une charte à la fin de ce colloque avec les partenaires que j'ai cités. L'idée c'est donc qu'il y ait un engagement collectif qui dépasse la seule collectivité et Conseil général du Val d'Oise, mais qu'il y ait un engagement collectif au service de l'innovation et qu'on puisse créer un espace de travail, un espace d'échange, un espace de collaboration dans lequel des collectivités, des porteurs de projets, des porteurs de services publics en général, peuvent venir proposer des projets d'amélioration, de transformation, de création d'un service public, et puis de pouvoir y travailler en mettant en face les compétences susceptibles d'y répondre. C'est des compétences en matière de conduite du changement, en termes d'amélioration de nos organisations, en termes de design des politiques publiques, voilà, tout, et puis en termes en apportant toutes les compétences susceptibles de répondre à ces projets. Donc je crois que sur la slide suivante, on détaille un petit peu les enjeux. Voilà, donc l'objectif, améliorer l'offre et la qualité des services aux citoyens, c'est un peu l'objectif de toute démarche d'innovation publique, de toute démarche de transformation de l'action publique. Et ce laboratoire, il a cette vocation. Donc dans les pochettes, vous avez un appel à projet. L'appel à projet, donc, il détaille un petit peu quels sont les projets qui rentrent un peu dans le cadre, quels sont ceux qui sont éligibles, pour dire un grand mot, quelles sont les collectivités qui peuvent candidater presque à la fin de l'année 2014. L'objectif, c'est de recenser un peu ces projets, de pouvoir en collecter un certain nombre, de pouvoir en sélectionner un certain nombre sur des critères qui sont indiqués dans l'appel à projet et qui permettent, qui sont des critères de projets qui vont vraiment dans le sens de cette amélioration de la qualité du service rendu, de manière à ce qu'on puisse définir un ou deux projets qui seraient la feuille de route du laboratoire ZIP Val d'Oise pour l'année 2015, et qu'on puisse anticiper et qu'on puisse venir apporter les compétences et les réponses aux projets que nous soumettront les collectivités valdoisiennes. Voilà, donc vous avez cet appel à projet dans votre pochette, vous pourrez en prendre connaissance et puis évidemment le diffuser largement pour les professionnels du Conseil général comme pour les autres participants, de pouvoir le diffuser largement auprès des contacts que vous connaissez dans les collectivités, les communes, les intercommunalités valdoisiennes, et puis même pourquoi pas en dehors des limites du Val d'Oise. On n'est pas restreint d'un point de vue géographique. L'objectif, c'est qu'on puisse apporter des compétences, apporter des solutions et apporter une expertise à des projets qui vont concerner les Valdoisiens, quel que soit le porteur de projet, et qui puissent donc concourir à l'amélioration du service concerné. Voilà, donc c'est l'objectif de cet appel à projet. Faites-le connaître. Il sera en ligne sur le service, sur le valdoise.fr. L'objectif, c'est qu'on puisse le diffuser assez largement pour pouvoir, donc, dans la période des 4 à 5 mois qui viennent, collecter, recueillir les projets que vont nous proposer les collectivités, et puis en sélectionner un ou deux qui vont être la feuille de route de notre laboratoire pour l'année 2015. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait de slide derrière. Non, c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire connaître, à le faire savoir. Je pense notamment aux services de la DGAS du Conseil général qui sont en lien avec les CCAS. Voilà, il y a peut-être plein de choses qui émergent, plein de problématiques qui se posent dans les services du CCAS, des communes. N'hésitez pas à le faire connaître. Voilà, on est là pour être, ce laboratoire est là pour rendre service à nos collectivités partenaires et pouvoir abonder, apporter les expertises et les compétences nécessaires à l'amélioration du service rendu, quel que soit le porteur du service. Voilà. Merci Serge Dobel. Donc si vous avez des questions sur cet appel à projet, Serge peut bien évidemment y répondre. En attendant, vous pouvez envoyer votre question par SMS si vous le souhaitez. En attendant, on va regarder la réponse
À la question qui était posée, les idées innovantes sont d'abord l'affaire de, donc, les directeurs qui fixent les orientations stratégiques, 2, de tous les agents qui sont plus près des usagers, 3, des usagers eux-mêmes. Alors, on regarde cette réponse, elle va apparaître. On va voir quels sont les pourcentages. Alors, de tous les agents qui sont au plus près des usagers, 66%, arrivent ensuite des usagers eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qu'on disait depuis ce matin. On n'est plus dans une logique verticale où ça vient d'en haut pour tomber en bas. Voilà, donc 66% de tous les agents qui sont plus près des usagers. Alors, on va maintenant accueillir Dominique Roland, qui est le directeur général adjoint des services de la ville d'Enghien-les-Bains, qui est également directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Dominique Roland, je l'ai vu passer, donc je vais lui demander de me rejoindre. Je pense que le temps qu'il allume son ordinateur et qu'il prépare sa présentation. Donc la ville d'Enghien-les-Bains qui, vous le savez, dans Val d'Oise, s'est illustrée de longue date, depuis une dizaine d'années maintenant, sur tout ce qui est numérique, et qui fait son entrée fin 2013 au réseau des villes créatives. Bienvenue Dominique Roland. Ravi de vous voir, merci d'être là. On sait que c'est très animé pour la ville d'Enghien et vous-même depuis quelques temps. La semaine dernière, c'était la fête, ambiance cubaine à Enghien-les-Bains, 12 000 personnes sur l'esplanade pour voir un beau concert sur une scène flottante. Donc c'est amusant, c'est festif, mais c'est du travail. Et puis là, vous enchaînez avec les bains numériques qui commencent, et également avec un gros concert et de multiples expositions. Donc merci beaucoup d'être là. Donc je le disais, la ville d'Enghien a fait son entrée fin 2013 au réseau des villes créatives. C'est un label qui est décerné par l'UNESCO. Et Enghien, à ce jour, c'est la plus petite ville du réseau et la 3e ville dans le monde à être désignée dans la catégorie art numérique. Après Lyon, c'était en 2008, et Sapporo au Japon en 2013. Et donc à Enghien, on peut dire que le numérique est partout. Les arts, évidemment, le centre des arts, le tourisme, et puis l'économie, le développement artistique. Donc une vraie logique pour la ville d'Enghien. Et vous allez nous expliquer aussi comment vous avez emmené avec vous les services pour travailler sur ce développement numérique. Oui, bonjour. Le temps que le PowerPoint qui accompagne cette intervention puisse se mettre en œuvre, vous dire qu'effectivement, Enghien-les-Bains, qui est une ville qui est surclassée par sa raison qui est liée au tourisme et puis aux activités que vous connaissez du casino. Alors, c'est une ville qui a vocation, bien sûr, d'être sur à la fois évidemment de répondre aux attentes des habitants, qui donc sont 12 000, un peu plus, comme il était souligné, et en même temps, la question de l'attractivité est importante. Pourquoi ? Parce qu'une ville thermale, une ville touristique, a nécessairement besoin, et bien évidemment pour ses commerçants, pour son tissu local, et y compris pour les habitants aussi, et bien d'être une ville ouverte. Alors, quand on parle de ville créative, parce que je crois que c'était cette question, la ville créative, c'est en réalité, c'est de l'ordre de la symbolique, nous sommes dans un réseau qui a été constitué par l'UNESCO. Ce réseau aujourd'hui représente un peu plus de 42 membres du réseau dans le monde. Enghien-les-Bains vient de rejoindre le réseau en 2013. En 2013 avec Sapporo. Alors Sapporo, le maire de Sapporo arrive demain soir à Enghien pour ces raisons et de ville créative, puisque nous avons un lien, un partage, si vous préférez, d'expérience entre ces villes. Et Sapporo, c'est un peu plus de 1 900 000 habitants, ce qui représente à peu près le Val d'Oise. Si vous voulez, les tailles de villes ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai que ça a fait partie d'un échange avec le maire de Sapporo. C'est en quoi nous avons entre villes créatives, puisqu'il y a des villes comme Montréal, il y a des villes comme Séoul, pour vous, des tailles de villes qui sont, comme le département est jumelé avec Osaka, de la taille de 8 millions d'habitants, donc ce qui est énorme. Évidemment, les enjeux sont à la fois différents et à la fois, sur certains plans, identiques. Alors, on va passer au slide 2, puisque sur cette entrée en matière...
Oui, j'ai l'écran. Alors, très bien. Alors, sur cette question de changement de paradigme, il va avec, pour moi, ce déplacement de l'adresse, finalement. L'adresse de la culture, qui est changement de paradigme. Je dis que la culture est le 5e pilier du développement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur des enjeux de société aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes sur une transversalité de fait du territoire, c'est-à-dire des relations beaucoup plus ancrées sur le territoire entre les enjeux d'éducation et les enjeux de formation pour demain. Quels seront ces enjeux pour l'avenir, pour les métiers ? À la fois sur le développement économique. Évidemment, il y a une transversalité de fait qui oblige les secteurs culturels à ne pas penser en termes simplement de lieux, mais de territoire, c'est-à-dire dans cette notion qui est transversale du territoire, c'est celle, effectivement, il ne s'agit pas d'un lieu sanctuarisé, mais de penser dans la relation que nous établissons avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit dans des domaines, je dis 5e pilier parce qu'il y a l'urbanisme, il y a le développement économique, et on pourrait y ajouter le développement durable, il y a l'éducation. Concernant Enghien, il y a le tourisme et puis il y a bien sûr toute la dimension sociale. Et je crois que c'est véritablement un changement de paradigme de ce point de vue, parce que nous avons ce déplacement de l'adresse. Nous sommes à la fois, à mon sens, sur 2 notions de territoire pour Enghien, c'est-à-dire un territoire augmenté. Quelle va être la valeur ajoutée ? Qu'allons-nous apporter comme service à la population que physiquement nous ne pouvons pas apporter autrement par un service traditionnel. Je m'explique, une maison de retraite, du portage à domicile, on le fait habituellement, on amène des ouvrages quand il s'agit de bibliothèques ou quand il s'agit pour les usagers de services à domicile. Mais là, c'est comment établir un lien social entre quelqu'un qui est à distance et quelqu'un qui a évidemment des problèmes de mobilité. Je dis ça pour les maisons de retraite, ça nous a amené à penser ce qu'on appelle la téléprésence, comment on peut faire la 25e heure avec un conseiller en lecture qui, chaque semaine, s'adresse directement dans le foyer de la maison de retraite aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la médiathèque, mais qui ont là un service direct où on peut dialoguer, on peut conseiller et on peut apporter un service directement. Ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a la question ville augmentée, c'est une ville qui va amener par toute la dimension technologique et numérique des services immédiats à la population sur le territoire, c'est-à-dire à travers les applications, bien sûr. Enfin, vous connaissez, le mobilier urbain est là pour ça, pour apporter des réponses. Mais ça veut dire que c'est un territoire augmenté dans ce sens, de la réalité augmentée. Et le deuxième élément, pour moi, c'est le territoire interconnecté. Il n'y a pas un territoire aujourd'hui qui est simplement un village coupé du reste du monde. Ce monde, nous l'avons évidemment à travers un prisme important qui est la télévision, bien sûr, mais la télévision, elle aussi, évolue. La relation qui est dans le fond intéressante, c'est quelles interactions pouvons-nous réaliser en temps réel. C'est-à-dire que quand vous avez un écran, vous avez quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas dialoguer, c'est une notion qui appartient à l'histoire, finalement, évidemment à la fois de la communication, mais pas seulement, de l'information. Mais aujourd'hui, la nécessité d'être interconnecté, c'est de pouvoir interagir avec d'autres en réseau. La question des réseaux est importante. Quand nous sommes, nous, avec Sapporo, nous expérimentons à distance des applications et pas seulement des actions sur chacun de nos territoires où nous mesurons, nous expérimentons et nous comparons les résultats. Et effectivement, le territoire interconnecté, c'est un territoire évidemment qui est beaucoup plus riche parce qu'il mesure véritablement à la fois son attractivité à l'extérieur et en même temps, il est interconnecté avec d'autres expériences dans le monde. Je pense que c'est la question des territoires interconnectés. Alors je pense qu'on a d'autres slides qu'on peut passer, parce que j'ai essayé d'être concis, d'en passer 2. Sur la question de la ville, la relation de l'espace-temps, oui. La relation de l'espace-temps, oui, nous sommes dans un monde où, dans les domaines artistiques, c'est vrai, mais pas seulement, où vous interagissez en temps réel. Vous ne voulez plus simplement le dialogue reporté. Vous êtes en dialogue, vous êtes sur les blogs. Là, nous avons des prescripteurs. Nous sommes en relation constante avec, et le spectateur en particulier, celui qui est le visiteur dans la ville, n'est pas quelqu'un qui va vouloir un service qu'on propose pour demain.
Il va le vouloir pour tout de suite. La relation à l'espace et au temps se modifie. En même temps, moi, ce que je trouve intéressant sur la question du territoire, le territoire du futur, c'est pas un territoire sur cette idée qui a été, je ne sais pas quand, énoncée, qui est la fracture numérique. Il n'y a pas de fracture numérique. Pourquoi il n'y a pas de fracture numérique? Parce que le numérique s'appuie sur un certain nombre de découvertes scientifiques, mais nous partons 60 ans en arrière et nous allons voir qu'il y a une continuité. Donc la question, comment on aborde la question du territoire? On aborde sur l'histoire. À mon sens, l'histoire, c'est un élément qui est structurant du territoire. Quand vous avez un habitant, j'ai vu cette expérience à Halifax, au Canada, anglophone, une expérience où, pour un projet d'urbanisme, le maire avait décidé d'implanter dans ses bus de ville, quand le bus arrivait à un arrêt de bus, vous aviez l'endroit géographique où se trouvait la place, comme elle est aujourd'hui, et vous aviez sur un écran comment était la place il y a 70 ans. Et vous avez sur un autre écran à droite le projet d'urbanisme, comment cette place sera dans 10 ans. Parce que c'est associé dans la relation au temps, à la fois nourrir l'habitant de l'histoire, de son quartier, de sa ville, en même temps la regarder aujourd'hui et la projeter demain. Cette lecture sur histoire, présent et futur se fait en même temps. Et je pense que de ce point de vue, si vous regardez bien un iPad, vous lisez sur une seule et même page. Vous ne tournez plus les pages. Donc la question de la chronologie, elle s'est aussi modifiée par rapport à la relation espace-temps, parce que nous regardons aujourd'hui des choses que nous voulons regarder en même temps. Et j'en viens à un élément qui est pour moi qui est plutôt fondateur, c'est le fait de pouvoir, sur une application, par exemple, c'est montrer l'univers qui se cache derrière le monde physique. Vous êtes dans une ville thermale, où voyez-vous les sources? Nulle part. Par contre, si on vous présente maintenant sur une application sur laquelle vous allez faire un parcours géolocalisé, et vous allez trouver sur ce parcours géolocalisé, vous allez trouver ces sources aux endroits où elles sont, mais vous allez à ce moment-là les visualiser, alors que cette notion, cette évaluation, vous ne l'avez pas. C'est le même cas pour montrer un patrimoine qui n'est pas visible aujourd'hui, mais qui y était il y a 3 siècles. Et c'est de la même manière de montrer la transformation de l'espace urbain dans 50 ans. Et je crois que cette exigence du territoire, c'est une lecture qui se fait en même temps. Voilà. Alors évidemment, nous appuyons, on parle des archéologies du futur, c'est évidemment, vous voyez, c'est plus une forme de métaphore, je ne sais pas. En tous les cas, c'est de l'idée que sur cette notion il n'y a pas de fracture, c'est montrer que l'histoire est en même temps un élément à constituer, qui structure aussi notre manière d'envisager l'avenir et de regarder l'avenir. En tous les cas, et là on aborde l'innovation bien sûr sur ces questions-là. Alors les bains numériques, c'est ni plus ni moins un événement culturel qui s'appuie sur 2 éléments importants. Un ancrage sur les pratiques du territoire, parce que la question en particulier du numérique, ça s'appuie, ça n'est pas une définition, c'est un élément qui est évolutif, mais on pourrait dénommer art numérique par les pratiques. C'est la première des choses. Par le changement, c'est-à-dire par l'hybridation des formes, qu'elles soient esthétiques, critiques, bien sûr, mais également par le fait que nous sommes sur des formes collaboratives. Vous avez abordé ça, je crois, ce matin. C'est-à-dire que nous sommes maintenant plus avec les mêmes... Nous avons des équipes artistiques qui travaillent avec des équipes scientifiques, qui travaillent avec d'autres secteurs. On peut travailler avec un philosophe, on peut travailler avec un architecte. Ce qui est intéressant, c'est la modification des langages, c'est-à-dire quel langage allons-nous maintenant, et je pense que ça c'est une question, autant que Michel Serres l'avait dit sur la question de l'adresse, autant sur la question des langages. Les langages, ça aussi, c'est un élément qui incarne aussi la notion de métier. Parce qu'on parle de langage dans les domaines médicaux, dans les domaines scientifiques, dans les domaines culturels. La question c'est aujourd'hui, comment nous parlons-nous dans différents métiers et différents secteurs? Je pense que cette question, elle est essentielle pour aborder le monde d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question des langages est au centre, parce que nous avons des équipes qui sont hybrides, qui sont à la fois avec par exemple des formations artistiques pour certains artistes, et qui ont en même temps une formation scientifique, ou des scientifiques qui s'intéressent à l'art. Pourquoi? Parce que l'espace public, une gare, une ville, vous avez toujours ce qu'on appelle la notion de porte d'entrée de la ville. Ça, c'est quelque chose d'ancien, qui appartient à l'histoire, mais qui est important. La modification qui s'est faite à partir du 19e siècle et 20e siècle,
c'est cette porte d'entrée de ville s'est modifiée. Ce sont les gares. Et ces gares, vous n'avez aucune... On ne peut pas, à partir des gares conçues au XIXe siècle, projeter ce qu'est la ville, ne serait-ce que dans ses perspectives physiques. Vous sortez d'une gare, vous ne savez pas où vous vous trouvez. Et je pense que la question des services aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir cette porte d'entrée de ville qui vous ouvre sur le territoire, sur cette ville et sur ce territoire qui peut être intercommunal, qui peut être à grande échelle, et vous donner la valeur ajoutée de ce que sont les entreprises sur ce territoire, les universités, d'avoir en quelque sorte une vitrine tout de suite immédiate qui vous donne une vitrine de ce territoire. C'est la même chose, puisque les transports, il y a des nœuds de réseau sur les transports, physiquement. C'est le cas également pour les, je pense aux aéroports. Les aéroports sont aussi des portes d'entrée de territoire. Si on prend le Val d'Oise pour l'aéroport de Roissy. Et je pense que l'aéroport de Roissy, quand vous allez à Roissy ou dans un autre aéroport ou à Osaka, vous n'avez pas idée de ce qu'est Osaka ou de ce qu'est le Val d'Oise. Vous voyez ce que je veux dire dans les deux cas. Et cette question-là de relation, de rapport augmenté au territoire est quelque chose qui peut trouver des solutions sur la question numérique. Alors les bains, c'est un événement, je sais d'aller vite, les bains numériques, c'est un événement culturel à l'intérieur duquel vous avez à la fois une vitrine qui va vous montrer à l'international sur 150 projets, 7 projets sélectionnés lauréats qui viennent à peu près qui ont été sélectionnés sur 25 nationalités. Ça vous donne à peu près l'ampleur. Donc là, vous avez la création numérique, mais qui met en jeu quoi? L'espace public. Ça, c'était le véritable changement. C'est de déplacer le musée. On pourrait présenter des œuvres dans un musée, on pourrait les présenter dans une salle de spectacle. Là, c'est la ville, c'est le territoire qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des modifications, des changements sur les aménagements urbains qui sont peut-être des clés essentielles, comme pour une université d'ailleurs. Quelle est la relation organique de l'université avec son quartier, avec les habitants, avec des relations intergénérationnelles, des relations de territoire? Comment arrivons-nous à ce maillage cohérent, structurant pour le territoire? Donc, si vous voulez, cet événement, il s'appuie sur l'expérimentation du territoire, qui est la ville d'Enghien en l'occurrence, et évidemment avec aussi un partenariat aujourd'hui qui se structure et qui se resserre avec le Conseil général du Val d'Oise par rapport au Val d'Oise dans son entier. Et sur le territoire d'Enghien, vous avez des installations dans l'espace public. C'est-à-dire que l'espace public devient un musée à ciel ouvert. L'espace public devient une scène à ciel ouvert, c'est-à-dire c'est la scène flottante avec samedi le Zeppelin. Et là, nous avons la relation avec le monde économique, la relation avec l'entreprise, parce que ce territoire, il ne se construit pas seulement sur un événement culturel, mais c'est un événement qui doit être porteur d'imaginaire. C'est-à-dire comment concevez-vous une place, et ce qu'on aménage en ce moment, une place, une gare, c'est ce qu'il va y avoir sur la gare du Nord, comment relier un lieu qui est plutôt anxiogène, où les problèmes de sécurité parfois, des questions plutôt nous sommes sur l'individuation, comment relier, comment trouver de nouvelles formes, je dirais, moi je parle d'empathie, de liens sociaux entre les passants dans un square, dans un lieu public. Et ça, c'est de l'enjeu, c'est un des enjeux importants qui permet d'expérimenter, de voir sur des formes esthétiques, c'est-à-dire des expositions itinérantes, sur lesquelles le spectateur n'est plus passif et, je dirais, ce qui était à l'origine souvent, c'était contemplatif. Ça reste très bien d'être contemplatif. Mais, par exemple, de pouvoir choisir sa temporalité pour le parcours, soi-même, en tant que spectateur. Moi, je n'ai pas la même que mon voisin. Et je choisis ce que je veux faire du parcours. Donc, je décide des choses. Donc, les formes de narration du territoire et le récit du territoire, maintenant, se combinent non seulement entre les artistes. Les artistes ne posent pas en disant « il faut suivre cet itinéraire de A à B ». Non, ils proposent différentes pistes. Et c'est le visiteur qui qui interagit, si vous voulez, avec ce qui lui est proposé et choisit plusieurs pistes. Voilà ce qui est intéressant par rapport à cette question de la relation au territoire sur ce qui est installation. Après, sur des questions qui sont liées aux enjeux du futur, on ne dira jamais assez que l'éducation est au centre. C'est pas la question. On parle souvent l'aménagement, c'est avant tout de mettre des moyens et d'offrir des iPads. À Enghien, il y a des iPads dans les classes. C'est très important. Mais
le plus grand intérêt aujourd'hui pour tous les industriels de la communication, je pense aux opérateurs, je ne vais pas citer bien sûr les opérateurs en question, mais ce sont les contenus. C'est là le différentiel, c'est là l'export, c'est là la créativité française. C'est comment allez-vous amener sur des contenus de nouveaux services. Donc cette question-là, pour avoir de nouveaux services, il faut pouvoir proposer sur un territoire, et c'est ce que nous avons engagé à Enghien, c'est-à-dire la question du numérique lab, la question des entrepreneurs start-up qui viennent travailler avec des équipes artistiques pour scénographier ce territoire et apporter et évidemment offrir des services sur le territoire. Je crois que c'est une question. Alors, vous voyez, sur les bains, il y a des anecdotes. Un carnaval numérique, c'est quoi un carnaval numérique? Amusant. Ce sont des enfants tout simplement parce que les pratiques sont plus importantes que les résultats. Ce sont des enfants qui ont travaillé pendant 6 mois avec des moyens de récupération qui sont des cartons. Donc on parle de moyens pauvres, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a aussi une économie, il y a un écosystème là-dedans. Et en même temps, avec des systèmes de diodes, eh bien vous touchez votre voisin, vous avez une scénographie qui est magnifique, avec un dragon numérique, où tout se fait par contact ou par son, par un travail sur des programmes sonores qui sont réalisés par les enfants sur iPad et qui vont être réalisés sur des chars. Si vous voulez, là on change d'époque, c'est-à-dire que c'est un petit peu la même question que les fêtes de Noël dans les villages. Vous avez changé vos guirlandes et vous avez travaillé avec l'architecture. Et vous racontez, vous commencez dans un processus narratif, évidemment, du bâtiment de l'architecture avec ce que vous connaissez tous, bien sûr, aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le mapping. C'est-à-dire vous voyez l'architecture se modifier, vous avez un processus narratif. C'est ça qui change un petit peu la guirlande, si vous voulez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et dans les universités, de permettre d'avoir accès à ces outils pour être sur un accès qui est surtout sur les contenus. Je pense que le différentiel, le principal, ce sont les contenus, parce que de ce point de vue, je voyais des effets spéciaux dans le cinéma, travailler sur la 3D, il y a 10 ans. Maintenant, ces gens-là travaillent pour le théâtre, ils travaillent pour l'espace public. Ils commencent à fabriquer des choses qu'ils fabriquaient pour la 3D, pour le cinéma principalement, et ils ont déplacé leur métier. Maintenant, ils fabriquent pour des choses qui peuvent se faire dans l'espace public. Je crois que la question de l'espace public, c'est un élément central, parce que avoir un récit de la ville et du territoire, c'est aussi changer non seulement la forme des usages, qui est très important pour le visiteur et aussi pour les habitants, mais c'est pouvoir rompre avec cette idée du quotidien. L'idée du quotidien où vous voyez tous les jours la même chose, à part le temps qui change. Vous allez de votre lieu de travail à votre domicile, vous avez une vision du quotidien, vous avez l'impression que toujours tout est la même chose. Je crois que ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Alors, évidemment, ça touche l'urbanisme, ça touche le mobilier urbain, et c'est évidemment, si vous voulez, un peu la traduction de ce que nous avons fait sur... là, il y a un écran, je crois, sur la gare du Nord et la gare d'Enghien, qui est un écran tactile, interactif, où vous pouvez interagir, changer les formes, etc. Le mode ludique est important, c'est-à-dire que l'espace public n'est plus un lieu, je veux dire simplement un lieu de passage, c'est un lieu d'apprentissage et d'expérimentation, l'espace public. Et je crois qu'il y a un élément, je voudrais, si vous voulez, sans que mon propos, bien sûr, on ne dit pas tout en quelques minutes, mais dire qu'il y a un réapprentissage aussi du lien social. Je crois que l'espace public, les cafés, moi j'ai appris ça au Japon. Au Japon, on dit, nous sommes en train de monter sur une tour de 40 étages, ce qu'on appelle le salon. Alors je dis, c'est pas une notion nouvelle. Il dit, oui, c'est les Français qui ont inventé. Vous allez dans un café aujourd'hui, quelle relation sociale, collective vous vous trouvez dans un café? Alors là, on revient vite en arrière, parce que nous ne sommes plus du tout dans ce synchronisme. C'est-à-dire qu'il faut évidemment travailler sur l'aménagement de l'espace public pour que de manière intergénérationnelle, on ne soit plus dans une relation segmentée, mais dans des relations qui permettent d'établir des liens entre les habitants. Donc ces raisons nous ont amené, nous, à nous intéresser à une application, qui est le dernier slide, qui va... on ne conclut pas un propos, mais qui va, j'espère, ouvrir ce propos sur l'application d'Enghien, qui a été une application lauréate du service de l'innovation au ministère de la Culture, sur cette notion de
montrer l'invisible, si vous voulez, de la ville, le territoire invisible, en termes de services, à travers une géolocalisation. Et vous avez une boussole qui vous permet évidemment de dire, dans un axe, vous allez voir le lac, vous allez voir ce qui était il y a un siècle, et vous allez voir l'aménagement qui sera demain. Évidemment, dans plusieurs langues. Ce qui est intéressant, c'est comment vous apportez dans cette application, et il faudrait, vous pouvez la tester, ça fait partie, si vous voulez, pour nous, d'un enjeu qui a été porté par la culture, mais au service du tourisme, au service des habitants et au service du développement du territoire. Très bien, merci beaucoup Dominique. Alors je vous propose maintenant de recueillir vos questions. Certaines sont déjà tombées via SMS, donc je vous propose de les découvrir tout de suite. Donc la première, les services numériques sur Enghien-les-Bains sont-ils conçus avec les usagers? Voilà, c'est une question importante puisque ce matin on parlait de co-construction des services. Donc, est-ce que sur Enghien-les-Bains, on travaille, par exemple, cette application, est-ce qu'elle a été conçue avec les usagers ou pas? Oui, je réponds oui, dans le sens où nous mettons en place des programmes d'expérimentation. J'ai pris le cas pour le carnaval numérique, mais c'est pour permettre à des enfants si vous voulez, d'avoir accès à des palettes graphiques autrement que de manière, c'est un autre procédé que d'être consumériste, si vous voulez, entre guillemets, sur des applications, mais d'aller sur des contenus, c'est-à-dire de pratiquer. L'autre élément, c'est je vais prendre un autre exemple très concret. Pour les bains numériques, nous avons choisi de mettre en évidence les pratiques des amateurs. Nous avons un club de Kinomichi, c'est de l'aïkido. Ces gens-là, quand on les regarde, on pense tout de suite à la danse, parce que c'est très chorégraphique. Et on a proposé à ce club, on a conçu un programme spécialement pour eux, pour qu'ils représentent, si vous voulez, toute leur gestuelle sur un plan graphique sur écran. Et je peux vous dire, ils ont dit ça a beaucoup de sens pour nous, parce que le Kinomichi, pour nous, c'est de la calligraphie. On ne pouvait pas mieux tomber. Donc on a travaillé avec une équipe de Marseille, mais on a adapté le projet à leur pratique du sport. J'espère que j'ai répondu partiellement. Alors, une autre question qui est finalement la poursuite de celle-ci. Quid de la participation des habitants à l'élaboration des bains numériques? Donc on nous dit, ici, il semble que l'on associe l'usager a posteriori, en tout cas après conceptualisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un effet vitrine? Alors je vais continuer parce que finalement... les pratiques sont au cœur de l'expérimentation, au cœur des bains numériques, mais ce sont surtout, la question, ce sont les apprentissages. C'est-à-dire que élaborer quelque chose, il faut déjà s'en emparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'école, si vous abordez par exemple la question des mathématiques à l'école avec un artiste avec qui on travaille, Adrien Mondeau, au lieu d'aborder les questions artistiques, il a abordé l'apprentissage des mathématiques et du français à travers les pratiques numériques. Donc ça veut dire qu'il y a un apprentissage. C'est-à-dire que pour nous, les réponses, c'est-à-dire de ce dialogue-là, il peut s'établir qu'à partir du moment où nous entrons dans une forme de dialogue avec les habitants, mais au lieu de partir en ouvrant la porte grande, en disant le premier qui rentre, je l'accueille et nous commençons, ce que nous avons commencé à faire, c'est travailler avec des associations. Alors je réponds, des associations, les écoles, travailler sur des plans de formation et avant tout mettre en quelque sorte, si vous voulez, en pratique des laboratoires justement conçus sur ces pratiques-là, mais en partant des pratiques des habitants. Alors je vous dirais, ça part, comme on dit, mieux que les mots, l'exemple, ça part des exemples, parce qu'il y a beaucoup été frileux, ne sachant pas. Nous avons des personnes du troisième âge. Alors, troisième âge, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qui ne connaissaient pas, n'avaient aucune pratique de l'informatique. Nous avons un atelier qui fonctionne toutes les semaines et qui fonctionne très bien. Et qui travaillent avec des artistes et qui apprennent en même temps tous les langages informatiques, qui ont maintenant leur compte Facebook, etc. C'était impossible il y a un an. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de passage. Nous sommes en quelque sorte comme tout ce que les gens de la culture devraient et sont en général des passeurs. C'est-à-dire que notre travail pour les habitants, c'est pas de dire
Nous allons répondre démagogiquement en disant nous ouvrons les portes grandes, alors venez qu'il y a une idée, on commence. Non, on structure la pensée, on travaille sur cette structuration à la fois des contenus. Donc moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'aller vers les associations sportives qui généralement sont un peu exclues du champ culturel. Aller vers l'école, ce n'est pas le cas, mais aller dans d'autres secteurs pour pouvoir ouvrir, répondre, mais à partir des pratiques des habitants. Très bien. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une par rapport aux services de la ville d'Enghien-les-Bains, les services administratifs. Est-ce qu'ils adoptent les outils numériques au quotidien? Parce que c'est vrai que tout est parti du Centre des Arts que vous pilotez. Désormais, vous êtes DGS de la ville d'Enghien-les-Bains. Est-ce que la pratique numérique se développe et se propage dans les différents services, pas seulement culturels? À la fois, il faut être modeste, c'est-à-dire que quand on parle des pratiques numériques, on parle aussi des pratiques informatiques. La question qui se déplace, c'est que nous passons d'un monde de praticiens, disons, des outils, à un monde d'utilisateurs des outils pour pas que concevoir, ça serait un mot trop, je dirais, trop marqué, mais pour amener une partie des réponses. Je trouve que amener une pratique sociale des habitants sur ce terrain-là, et en leur donnant les outils pour le faire, et les amener à réfléchir, c'est un petit peu la question de votre portable. Voilà. Nous avons eu le cas d'Express avec les lycéens. Vous savez qu'on interdit dans les classes de lycée l'utilisation des portables, etc. Parce que, bon, pour différentes raisons, je ne vais pas évoquer. Simplement, ce qui se passe, c'est que qui n'utilise pas aujourd'hui un portable, qui est un ordinateur, nous ne sommes plus sur de la téléphonie, nous sommes d'accord. Que ce soit sur une application, sur ce que vous voulez, sur vos mails, etc. Mais ces outils-là, les jeunes, ils utilisent comment? Avec des SMS. Les SMS, ça c'est intéressant pour apprendre des langages à l'école. Parce qu'il faut partir de leur pratique et transformer, je veux dire, les revers en victoire en utilisant ce qui au départ ne porte aucun contenu. C'est de dire j'ai le dernier G4, j'ai le dernier, ça n'a aucun intérêt. C'est du consumérisme. Alors que partir de ces pratiques pour aller sur les questions de langage en disant à quelqu'un, vous pouvez faire des photos en ce moment, vous pouvez filmer vos amis, vos petites copines, vos petits copains, autour de vous, votre environnement. Alors qu'allez-vous garder maintenant? Ça, c'est une vraie question. C'est la question de la mémoire. Qu'allez-vous garder? Et cette question-là, c'est une question d'entrée pour tout le monde. Qu'allons-nous garder de cette mémoire-là? Qu'est-ce que nous sélectionnons des images? Ça commence là, la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire vivre, finalement? Donc, parce que cet outil-là, il permet aussi de sortir maintenant via une imprimante. Vous sortez une imprimante sur un très beau papier parchemin, vous allez sortir une très belle image de ce petit outil. Et là, vous serez dans du monde analogique, parce que vous allez être dans... Moi, j'aime bien, c'est ce que disait Godard, il disait qu'il était, lui, dans ce monde analogique. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté un monde physique, vous avez d'un autre côté, vous avez un monde qui est beaucoup plus dématérialisé. Mais ces mondes marchent ensemble. Ils ne sont pas dissociés. Donc ça veut dire que par rapport à cette question, pour moi, la question, ce n'est pas l'utilisation, c'est qu'est-ce que je veux avec ça? Si je prends une photo, qu'est-ce que je garde? Quelle mémoire j'aurai de ma vie, de ceux qui sont autour de moi avec cet outil-là? Qu'est-ce que je vais garder? Ça, c'est une question importante. Très bien, merci beaucoup. Dominique Roland, directeur du Centre des Arts. Merci encore d'être venu. Et puis, on vous laisse retourner à l'organisation des bains numériques. Vous nous rappelez les dates des bains numériques? Alors, nous avons porté ici des invitations pour celles qui le souhaitent. Ça commence après-demain, 14 au soir à 19h. Avec Chaman, donc la cérémonie imaginaire de Gérard Laine, vous voyez, monde baroque, pas de fracture, avec quand même un spectacle holographique, voilà, pour un ensemble baroque que vous connaissez bien dans le Val d'Oise. Et puis ensuite, vous aurez sur le lac 2 concerts électro, Ciel et Clément, avec samedi soir, à partir de 20h ça commence, 21h30, avec Actress et Jackson and the Computer Band avec le fameux Zeppelin
Qui sera au-dessus de la scène flottante. Voilà, qui sera au-dessus de la scène flottante et qui va faire un parcours comme dans Miyazaki, vous savez, ces grands poissons qui flottent dans l'air. Et donc, vous avez tout un parcours dans la ville, vous pouvez visiter. Donc, c'est ouvert. Puis les rencontres professionnelles à partir de mardi, pour ceux qui veulent s'y inscrire.